Qui je suis donc une femme d'une quarantaine d'années, à peu près entre 40 et 50 ans, ça laisse la marge. Maman de 3 enfants, je travaille dans l'administration et je vis donc oui à Florac depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai vécu un petit peu sur Bordeaux également, et avant j'étais sur Paris, sur la région parisienne. Le collectif Les Gratuits donc s'est créé il y a à peu près plus de 2 ans maintenant. Et c'est parti d'un post sur le réseau Facebook, donc Wanted Community, où on a lancé un appel pour collecter des produits d'hygiène, donc tout ce qui était échantillons, tout ce qui était produits que les gens avaient achetés mais pas ouverts et qui ne voulaient plus, tout ce qui est articles commerciaux, les articles que l'on donne parfois aux gens pour faire de la promo, de la pub, des articles des comités d'entreprise par exemple que les gens finissent par mettre dans un tiroir. Tout ce qui est d'événements promotionnels par exemple, les t-shirts qui ont servi pour une course et qui n'ont plus jamais été utilisés. Donc on s'est dit on va récupérer tous ces petits trucs là pour en faire bénéficier des gens qui n'ont accès à pas grand chose, donc aux gens qui sont dans la rue. Donc on a commencé à collecter un petit peu à gauche à droite, après autour des amis, et on a fini par poser des petites boîtes dans des administrations, dans des commerces par exemple, dans des entreprises. Et toutes ces petites boîtes donc, ont bien fonctionné et on a collecté comme ça de quoi faire donc, des kits d'hygiène, des sacs à dos, des parapluies, des t-shirts, plein de petites choses qui nous ont permis de distribuer aux gens à la rue pas mal d'objets, quoi, tout simplement. Petit à petit, donc on a rajouté tout ce qui était échantillons de soupe, de thé, de café. Donc finalement, les gens commençaient à en acheter aussi également, donc ça s'est vite développé. On amenait de l'eau chaude et on distribuait donc du thé, du café, de la soupe, du chocolat chaud. Et petit à petit, on a commencé à distribuer des poches alimentaires parce qu'on a constaté qu'il y avait de plus en plus de gens qui n'avaient pas eu accès aux maraudes ou qui n'avaient pas eu suffisamment, et beaucoup de demandes, de plus en plus de gens qui demandaient à manger. Donc on a commencé à distribuer donc, des petites poches avec des trucs tout simples comme des chips, des gâteaux, de l'eau, beaucoup d'eau, des compotes, des petites saladières. Et c'est à peu près ce qu'on distribuait en général, quoi. Et après est arrivé le confinement, donc au bout de 2 ans de toutes ces distributions, est arrivé le confinement. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà fait quand j'avais entre 15 et 20 ans. Donc c'est pas nouveau. J'avais participé à des actions avec, c'était à l'époque la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc c'était la jeunesse Saint-Vincent-de-Paul et on s'occupait donc effectivement de faire des collectes de dons pour distribuer après aux personnes sans-abri, et également dans des lieux de vie déjà à l'époque qui existaient donc dans le Val d'Oise. Et petit à petit, on s'est intégré à une association qui s'appelait la Maison de Jeanne, qui était à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d'Oise, et qui, pour le coup, accueillait des familles et des enfants, et parfois des personnes seules, et les aidait en quelques mois à se réinsérer complètement dans la vie. Sur le moment, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, de savoir comment on allait s'organiser d'abord avec le travail, avec les enfants, savoir ce qui allait se passer par rapport aux gens qu'on voyait déjà pas très souvent, la famille éloignée et autres. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, on nous annonçait régulièrement 15 jours, plus 3 semaines, plus un mois. Donc c'était beaucoup d'inquiétude par rapport à tout ça. Et très vite, ça a été la question de est-ce qu'on doit continuer ou pas les maraudes, et qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait. Donc ça a été relativement vite. Dans les 2 jours, on s'est dit on va y aller, tout simplement, on va voir sur place comment ils font, comment ils se débrouillent, si ça va, tout simplement. Ça a été ça en fait, c'était vraiment de se dire c'est des gens qu'on connaît depuis 2 ans, on leur amène une fois par semaine de quoi manger, de quoi s'habiller, des produits d'hygiène, on discute avec eux, on prend du temps. On n'a pas forcément les moyens de les contacter, mais on ne sait pas ce qui se passe, donc ça a été vraiment on y va. On prend la voiture et puis bon, une amende, tant pis, on prend une amende, c'est pas grave, hein. Mais ça a été vraiment, on ne pouvait pas non plus ne pas y aller, quoi, en fait. Catastrophe. La catastrophe parce que ils étaient contents de voir arriver du monde. Ils se sont retrouvés pareil là où ils étaient, tout qui ferme autour d'eux, et eux ils sont restés là. Et puis plus rien. C'est-à-dire que plus rien, c'est vraiment plus rien. C'est-à-dire personne qui vient les voir, à part
les gens qui étaient très proches au niveau des maraudes. Pas accès, parce que là pour le coup, pour le premier confinement, tout était fermé, quoi. Toutes les administrations ont fermé leurs portes, tous les magasins ont fermé, il restait les pharmacies de mémoire ouvertes, je crois que c'était à peu près tout, et les boulangeries. Donc voilà, tout s'est vraiment refermé autour d'eux, et certains n'avaient même pas eu accès à l'information du jour au lendemain. Donc faut imaginer qu'ils n'ont pas tous accès aux informations aussi rapidement que nous maintenant avec nos smartphones. Donc beaucoup de surprises, beaucoup de questions, beaucoup de gens stressés en fait, de savoir simplement qu'est-ce qu'ils allaient devenir, comment ils allaient faire, où c'est qu'ils allaient pouvoir aller se doucher, où c'est qu'ils allaient pouvoir manger. On est arrivé nous le jeudi, donc 2 jours après le début du confinement qui était un mardi. Et ça a été la première chose, c'est est-ce que vous avez quelque chose de l'eau. Voilà, c'était la première question, est-ce que vous avez de l'eau. Après, est-ce que vous avez à manger, est-ce que vous savez ce qui va nous arriver, est-ce que la police va, on n'a pas d'attestation, qu'est-ce qu'on va faire, comment. Voilà, beaucoup de questions. Il a fallu vraiment être là pour rassurer, je pense, beaucoup. Donc la priorité a été très vite vue, c'était l'eau, la nourriture. Ça c'est vraiment la première semaine, l'urgence absolue, c'était de l'eau et de la nourriture. On avait très peu d'informations fiables et on n'avait pas du tout de réponse à leur fournir. C'était quasiment des choses qui changeaient du jour au lendemain avec les histoires d'attestation, avec les histoires de masques. Est-ce qu'on allait leur en donner ou pas, est-ce qu'il fallait leur en trouver. Ils n'avaient pas de gel hydroalcoolique non plus, donc ils voulaient se protéger aussi, ce qui est normal, mais ils n'avaient absolument rien pour le faire. On ne comprenait pas trop tout ce qui se passait non plus. On a croisé personne sur les routes ce jour-là, et et par contre les gens étaient bien dehors, quoi. Il n'y avait pas de soucis là-dessus, on les a vite retrouvés, ouais, beaucoup d'angoisse. Chez eux, beaucoup plus que chez nous, parce que bon, nous on rentre, on mange, on prend une douche, on joue avec les enfants pour se détendre, et puis ça va. Mais là, pour le coup, eux, ils avaient beaucoup d'inquiétudes. Au niveau de l'État, au niveau des organismes sociaux, il n'y a pas eu ce côté d'information, de venir les voir, de leur dire voilà, il se passe ci, il se passe ça, il va se passer ci, on est en train d'étudier votre situation, on va voir ce qu'on peut faire. Non, il n'y a rien eu de tout ça en fait. Il y a du jour au lendemain plus rien. Et sur le coup, on n'était pas à se poser des questions sur la peur. On était à se poser des questions, c'est où c'est qu'on va trouver de l'eau, où c'est qu'on va trouver de quoi manger, où c'est qu'on va trouver comment leur faire imprimer des attestations, comment trouver. Parce qu'ils avaient très peur de se faire verbaliser par la police. La peur, elle est venue après, en fait, après le déconfinement, en fait. On s'est dit, oups, on a peut-être pas fait suffisamment attention, on a peut-être. On a fait attention, on a essayé de respecter au maximum les choses, mais j'avoue que parfois on se pose des questions, mais après, pas sur le moment. En fait, on est sur le moment, on est dans l'action, donc on se pose pas ce genre de questions. Et ben, on appelle tous les gens du collectif, on explique les gens qu'on a vus, qu'on a croisés, ce qu'ils nous ont rapporté. Et là, tout se met en place très vite. Donc on appelle les copains, on appelle les amis, on appelle tous les gens qu'on connaît dans toutes les autres associations. Et on alerte en disant il y a urgence alimentaire. Il faut de l'eau, il faut de quoi manger, il faut leur apporter parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ils n'ont pas le droit de bouger. Donc il faut s'organiser et très vite, quoi. Donc tout le milieu associatif bordelais qui le veut, qui le souhaite, tout le monde n'y est pas, mais la plupart, beaucoup y sont. On se réunissait une fois par mois au Wanted Café pour parler un petit peu des nouvelles opérations qu'on pouvait mener, de ce qu'on pouvait faire sur le terrain, des difficultés, des besoins en bénévole ou en matériel ou autre chose, et des gens qui venaient avec des choses à proposer de l'extérieur. Et on a continué à se voir régulièrement via les réseaux. Et ça a été très vite parce qu'il y avait ce réseau-là, en fait. Faut imaginer ça, c'est des choses qui se passent très vite, en fait. On ne se rend pas compte maintenant, mais c'est des choses qui sont allées très vite et qui se sont impliquées les unes dans les autres. Donc des choses qu'on n'avait pas à l'époque, c'est-à-dire que nous on faisait des maraudes. Alors quand je dis on, c'est le collectif des gratuits. Dans ce collectif, on est à la base on était une dizaine, une quinzaine, et on est maintenant près d'une trentaine de bénévoles actifs
plus je ne sais combien de gens qui se sont inscrits dans la page, dans le groupe, et des gens qui veulent aider. Il y a des choses qui se sont passées très très vite, comme par exemple le partenariat avec le département. Donc c'est Virginie, donc, qui était membre de l'assaut des gratuits, qui pour le coup a contacté, alors je ne sais plus trop à l'époque si c'était Emmanuel Ajon, je ne sais plus, au département, qu'elle connaissait, et qui a dit voilà, nous, la maraude, les gens sont dans la rue, ça va pas, il faut qu'on leur trouve à manger. Du coup, elle avait de son côté, elle, des demandes des collèges, par exemple, qui voulaient absolument pas jeter toute la nourriture qu'ils avaient dans leur frigo. Et elle a essayé Emmanuel Ajon à l'époque a essayé de se dire, bon, si d'un côté les gens ont faim, de l'autre côté ils veulent pas jeter, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de travailler ensemble, quoi. Et ce moyen, ça a été les bénévoles du collège Édouard Vaillant, le cuisinier donc, du collège Édouard Vaillant, Marc, qui s'est dit, c'est pas possible qu'on jette tout ça, alors qu'il y a sûrement des gens qui en ont besoin. Pendant 5 semaines, 5 jours sur 7, 200 plats par jour quasiment. Nous, on les a pris, on les a distribués. Donc, on les a distribués en centre-ville et on les a distribués à Bordeaux-Lac. Dans la première semaine de confinement, on a reçu une vidéo qui nous a vraiment choqués. Un jeune homme qui vivait là, Salem, qui vivait là, qui a fait une vidéo et qui l'a postée dans notre groupe. Donc une vidéo d'une passerelle et une vingtaine de tentes sous la passerelle. On s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Donc j'ai écrit à ce jeune homme qui ne parlait pas français, qui m'a répondu en espagnol. Donc je lui ai dit, ça tombe bien, ça me va. Donc j'ai répondu en espagnol et je lui ai demandé, bonjour, c'est quoi cette vidéo? Tout ça, il me dit, bah voilà, à l'aide, tout simplement. Il m'a dit à l'aide parce qu'on est bloqué là et on n'a plus rien. Ok, bon, bah, comme pour le centre-ville, on s'est dit avec Laurent, donc, qui est avec moi dans l'assaut des gratuits aussi, qui m'a dit, bon, bah, on va voir. D'ailleurs, on est parti voir. En effet, donc on est arrivé sur place, on a trouvé beaucoup de monde qui vivait là sous la passerelle, donc derrière Ikea. Beaucoup de monde qui vivait derrière des Decathlon sous des tentes également, et beaucoup de monde autour de la plage sous des tentes également. On n'était pas loin des 70 personnes à Bordeaux-Lac. Là, on se retrouve avec des gens en détresse, donc on ne sait pas gérer. On a géré, hein, de toute façon, on n'avait pas trop le choix, mais pour le coup, ouais, ça a été assez difficile. Donc, et en discutant avec la personne, elle nous a dit, on est bloqué là, on ne peut plus aller acheter à manger, tout est fermé, on ne peut plus faire ci, on n'a pas d'argent, on a perdu beaucoup de gens qui étaient payés à la semaine. Pour le coup, on s'est organisé beaucoup avec Mortier et Diamant des Cités pour coordonner l'action sur Bordeaux-Lac. L'action d'aide alimentaire, mais de l'hygiène aussi, et du soutien administratif et de plein d'autres choses qui se sont mises en place entre le mois de mars et aujourd'hui, quoi. Donc ça a été tout un cheminement. On continue à beaucoup travailler avec Morty et Diamant des Cités, qui intervient encore au lac, nous aussi. Donc c'est un lien qui s'est créé à ce moment-là réellement avec quelqu'un qu'on connaissait d'avant, mais pas sur les mêmes terrains. Donc là, on se retrouvait sur le même terrain. Donc pour le coup, un lien amical et un lien de coopération associative qui s'est créé là, quoi. Comme on avait beaucoup de besoins alimentaire, Bernie, donc de Bienvenue, que je connaissais aussi déjà d'avant, m'a appelé en me disant j'ai vu tes messages sur Facebook, de quoi avez-vous besoin? Nous, on est en train de collecter pour les squats de toute la Gironde. Dis-moi ce dont vous avez besoin, on vous prend aussi des choses pour vous et tu viens les chercher parce que nous, on est en train de les stocker à Darwin. Donc, Bienvenue et donc Bernie de Bienvenue et donc via Bienvenue nous ont fait don de saladières, de chips, d'eau, beaucoup d'eau, de gâteaux, de sardines, de tout ce qu'ils ont pu pour nous aider à préparer nos poches alimentaires, puisqu'on était à quasiment 100 repas par jour, quoi. Donc il fallait trouver de quoi manger. Donc beaucoup d'aide de la part de Bienvenue sur ce sujet-là. Donc eux, ils faisaient des commandes à la banque alimentaire pour les squats et ils nous commandaient toujours de quoi nous aider pour les maraudes, quoi. Et entre-temps, on a eu Action contre la faim, qui est arrivé aussi parce qu'eux ont dû arrêter du jour au lendemain toutes leurs activités aussi.
Donc ils sont venus sur Bordeaux, puisqu'ils ont dû avoir connaissance de l'urgence qu'il y avait là, et ils sont arrivés avec des super kits, alors je sais plus, mais une quantité astronomique de kits d'hygiène, tout beau, tout prêt. Ils ont fait un binôme avec toutes les maraudes de Bordeaux qui ont souhaité le faire. Et on distribuait beaucoup de kits d'hygiène. Parce que c'est pareil, c'est des choses qu'on avait du mal à trouver pendant le confinement. Donc brosse à dents, dentifrice, savon, des gels hydroalcooliques. Ça a été le truc qui est tombé à pic. Parce que trouver du gel hydroalcoolique à l'époque, je vous rappelle que c'était la croix et la bannière. Des gens qui étaient vraiment en détresse psychologique, qui ne supportaient plus d'être dehors. Et on en avait beaucoup, beaucoup. Malheureusement, on n'a pas pu mettre tout le monde à l'abri. Mais on a essayé vraiment de mettre des maximum de personnes via la Fondation Abbé Pierre à l'abri. Et ils se sont vite aperçus aussi du nombre de personnes qu'il y avait dans la rue, dans la métropole. Et financièrement, c'est ingérable, quoi, en fait, pour eux aussi. Au niveau des budgets, une mise à l'abri, c'est à peu près sur un mois, ça revient à peu près à 750 ou entre 750 en fonction des hôtels, hein, entre 750 et 900 euros par mois par personne. Des mises à l'abri quand on avait vraiment des gamins dans la rue qui savaient plus, qui en avaient marre, qui dormaient plus. Beaucoup nous ont parlé d'insomnie, de problèmes psychologiques, de difficultés ne serait-ce qu'à entamer des démarches ou quoi que ce soit. Donc voilà, on a essayé de mettre ces personnes qu'on a senties très fragiles à l'abri pour qu'ils puissent récupérer un petit peu, ne serait-ce que dormir sereinement. On a trouvé des jeunes qui se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue. Donc oui, on a vu vraiment de plus en plus de monde au lac et en centre-ville. Ouais. Je trouve que ça nous a permis de mettre le doigt sur les difficultés de tout ce qui est d'accès au logement, de tout ce qui est accompagnement social. Alors les difficultés, non, surtout les défauts, tout ce qui fait défaut, parce que on essaye de comprendre pourquoi quelqu'un qui travaille, qui est en CDI, dort dans la rue. Pour nous, ça nous paraît mais complètement incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'un jeune de 18 ans qui sort de foyer se retrouve dans la rue? Pourquoi est-ce qu'une maman avec 2 enfants se retrouve dans la rue? C'est des situations qui pour nous sont pas logiques. Pas logiques dans un pays où normalement il ne devrait pas y avoir autant de personnes dans la rue. C'est pas logique. On est quand même un des pays les plus riches du monde, faut être cohérent. On comprend pas pourquoi c'est si compliqué pour les gens. Et quand on creuse, on se rend compte des difficultés d'accès aux informations, des difficultés d'accès à l'administration. Il faut vraiment accompagner les gens pour qu'ils aient leur carte vitale, pour qu'ils aient leur carte d'identité, pour qu'ils aient leur droit à la CAF, pour qu'ils aient accès à l'emploi. C'est pas facile pour tout le monde de faire un CV, une lettre de motivation. Des gens qui parlent pas très très bien le français, c'est encore pire. Des gens à qui on demande de s'inscrire alors qu'ils n'ont pas de téléphone, pas de wifi, pas de quoi charger le téléphone non plus. On se rend pas compte, quoi, en fait. S'il n'y avait pas des citoyens engagés, je pense qu'on serait au bord d'une guerre civile en France, parce qu'on s'est vite rendu compte que les maraudes maintenaient une paix sociale quand même. Quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2-3 jours est 10 fois plus agressif que quelqu'un qui a mangé tranquillement. Ne serait-ce que de manger, ça apaise, quoi. Quelqu'un qui alors un truc tout bête, mais on a eu beaucoup de gens qui étaient très très stressés parce qu'ils n'avaient pas de cigarettes. Alors on n'allait pas demander des cigarettes en don, bien sûr, mais on ne se rend pas compte. Imaginez, les fumeurs ne pourront pas dire le contraire. Ils le savent très bien que s'ils ne trouvent pas de tabac ouvert, ils sont en stress et en panique. Donc imaginez les gens dans la rue qui n'ont pas les moyens d'acheter un paquet de cigarettes parce qu'ils n'ont pas pu faire la manche, parce que tout était fermé, parce que ci, parce que ça, plus le fait qu'ils ne mangent pas, plus le fait que il y aurait pu y avoir des situations encore plus dramatiques. Et maintenant, on fait quoi? On continue de travailler, et on continue de travailler en amont avec tout. Alors, bon, la ville de Bordeaux a changé de politique, on va dire. Donc on fait quoi? On travaille avec les partenaires de la ville, avec la métropole, avec les services sociaux, pour essayer de faire le lien
entre des services parfois un peu trop déconnectés et le terrain. Et nous, on est là au milieu, en fait, et on essaie de dire, voilà, bah, votre solution, elle est bien, mais elle n'est pas applicable pour telle et telle raison. Les gens, s'ils viennent pas vous voir, eh ben, allez les voir, parce qu'en fait, eux, ils osent pas venir, ou parce qu'une fois, ils se sont fait jeter complètement, bah, ils osent plus revenir, donc ils laissent tomber. Euh, on essaie vraiment d'être là au milieu, donc maintenant, on fait quoi? On continue à travailler pour que tout ça bah, s'améliore.